sur la Centrafrique où on évoquait donc le désarmement de ces trois mouvements rebelles dans l'est du pays. Pasteur Edo, on était avec vous. La situation de la Centrafrique elle-même, est-ce que les Centrafricains eux-mêmes sont maîtres du destin de leur pays? Non, ils ne sont pas destin, comme la plupart des pays africains. Ce ne sont pas seulement la Centrafrique. Même certains pays que nous voyons debout, quand vous fouillez, il y a des pays qui dépendent toujours. Et pire, pour Centrafrique qui est en guerre, je crois que ce n'est plus un pays. Ce n'est plus un pays. Et comme on le disait tout à l'heure, quelle est vraisemblablement la politique des pays africains, de l'Union africaine par rapport à la Centrafrique? Il y a aussi cette question qu'il faut se poser. C'est important. Parce que la Centrafrique est membre de l'Union africaine, est membre d'une organisation sous-régionale. Alors jusque-là, quelle est l'implication? Quelles sont les implications et de l'organisation sous-régionale de l'Afrique centrale et puis de l'Union africaine? Donc la question, c'est comme si, quel est l'intérêt de Centrafrique d'être membre de l'Union africaine? Et on continue pas à compter Centrafrique comme un État? Ou quand il y a des réunions, on dit, bon, le président centrafricain, il est président de quel pays? Non, mais pas habitué, mais son implication effective, comment elle se fait? Justement, c'est la phrase de faire. Et c'est là où nous en sommes en train de parler. Et nous voyons déjà que c'est vrai que du point de vue, à vue d'œil, on peut commencer par dire que le désarmement a commencé. Mais le professeur a dit quelque chose tout à l'heure très important, et il dit que c'est psychologique. Est-ce que les gens vont finir dans leur tête avec la guerre? Et le programme, qu'est-ce que le programme constitue pour eux, pour leur point de sortie? Parce que les gens ont faim, c'est la faim. Et les gens veulent se protéger aussi parce qu'il y a la guerre un peu partout. On peut venir tirer sur ta famille, on peut venir tirer sur toi-même. Il faut d'abord te protéger toi-même et trouver par la suite à manger. Donc, la situation centrafricaine, elle mérite plus d'attention. Il faut aller au-delà de ce folklore comme on a fait. Puisqu'on a vu, c'est copier-coller. Cette affaire de DDR, c'est copier-coller. Partout, dans tous les pays, dans tous les pays, les belligérants, dans tous les pays de guerre, c'est toujours le même processus. Et après, on voit la suite. On voit que c'est la reconnaissance de violence, c'est la guerre qui reprend de plus belle, et finalement, l'ONU, des fois, c'est comme l'ONU même quitte. L'ONU même démissionne. Bon, donc, la situation centrafricaine est très complexe. Moi, je ne pense pas que la Centrafrique maîtrise vraiment son destin. Parce que quand vous voyez même Patassé, quand il était au pouvoir, il a dû étouffer 3 putschs. Par exemple, en 2001, 2002, 2003, à l'époque, il avait fait appel aux troupes libyennes et à Jean-Pierre Bemba, à son mouvement de libération à l'époque. Et après, il est parti. Mais regardez comment lui-même il est parti. C'est Chirac avec Bongo qui avait préparé son départ. Il y avait, je l'ai une fois dit, je pense, sur cette antenne, il y avait une réunion à l'époque, Bozizé émergeait, il y avait une réunion à Libreville. Et maintenant, juste après la réunion, il y avait une photo de famille qu'on avait prise. Et dans cette photo de famille, mais tous les chefs d'État avaient mine grise. Et son avion était obligé de faire demi-tour. Mais avant ça, tous les chefs d'État avaient mine grise. Il était le seul qui souriait. Parce qu'il y avait une décision qui avait été prise par la France. Les gens disaient, mais ce monsieur ne doit plus retourner à Bangui. Donc lui ne maîtrisait rien. Donc il prend son avion, il va à Bangui, on détourne. Et maintenant, le général il a démarré à son âme, il était vivant, il a accueilli ici. Regardez même comment Michel Dutodja a quitté. Je me rappelle, François Hollande, au palais de l'Élysée, a accordé une interview à une chaîne française. Il disait ceci. C'était en 2014. Il dit, nous n'allons pas laisser Michel Dutodja rester au pouvoir jusqu'en 2015. Et en octobre, on l'a fait partir. Donc c'est un pays qui ne maîtrise pas son destin, qui ne sait même pas là où il est. Qui est dirigé ailleurs. Qui est dirigé ailleurs. Regardez, si le jour où, c'est comme le Congo, le jour où les Occidentaux décideront que la Centrafrique sera pacifiée et sera véritablement un État fort et démocratique, ce sera ainsi. Mais pour le moment, les Occidentaux n'ont encore rien décidé. La situation est en train de plaire aux Occidentaux. Parce qu'il y a les ressources minières. Il y a les ressources minières. Mais quand on parle de ces rebelles-là, ils trouvent ces armes-là où? Mais les Africains. Ils échangent avec les ressources minières. Oui, les armes-là, on les trouve où? Mais aucun Africain ne fabrique d'armes. Les armes de guerre, ils sont fabriqués où? Et qui les fabrique? Donc je pense que c'est parce que les Occidentaux, tout comme le Congo, maîtrisent
la RDC, ils sont en train de maîtriser la Centrafrique. Et ce sont eux qui décident. Ah ouais. Non, c'est... Il n'y a pas aussi au-delà un problème mental, comme vous dites, parce que comment j'écoute les interventions, je me pose une question. Vous avez un pays où on dit que tout le monde a des armes. Vous avez les États-Unis qui reconnaissent tout le monde est armé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dès qu'un citoyen a une arme, ça brûle en lui d'aller tirer sur ce. Il y a l'éducation. Non, c'est ça. Oui, il y a cette affaire d'éducation dont vous êtes en train de parler. Et il y a également que, comme les confrères le disent tout à l'heure, que la Centrafrique est un grand marché où les producteurs d'armes se font donc des sous. Et donc, il faut encourager donc, que les gens aient les armes et que les gens continuent donc de s'entretuer entre eux. Donc, le problème dépend donc des Occidentaux qui arment les groupes rebelles. Bon marché. Et qui trouvent du plaisir à continuer par les armer. Et donc, je crois que il faudrait que si l'ONU veut vraiment régler le problème, il faut que l'ONU fasse un cordon tout autour donc, de ce pays pour qu'il n'y ait plus d'armes qui pénètrent. Et maintenant, on va à la recherche des armes qui sont déjà là. C'est quand le pays est sous embargo qu'on vend beaucoup d'armes. C'est là les gens préfèrent ça. L'embargo là, c'est juste de... Lorsque par exemple vous dites qu'il ne faut plus consommer tel produit dans un pays, c'est le jour là que le produit commence même pas à rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faut un programme, un vaste programme, comme je disais, tout un programme pour vraiment contrôler les armes dans le pays et l'entrée des armes tout autour de ce pays-là. Si on parvient à arrêter l'entrée des armes, ce sera donc un premier processus. Et le second processus sera d'aller chercher les armes maintenant. D'aller voir les armes là où elles sont. Et de pouvoir les pêcher avec une force, je crois. Et je crois que ce n'est que au travers de ça que le pays pourra encore être débarrassé de l'arme et on remettra l'arme à la force régulière qui fera son travail. Mais tant que pénétration d'armes n'est pas arrêtée, possession d'armes à l'intérieur n'est pas arrêtée, eh bien, la vie est encore belle pour... oui, quand vous parlez pas tout à l'heure des États-Unis, vous voyez, sous Obama, il y avait eu assez de fusillades aux États-Unis. Il y avait certains fous, qui avaient d'autres problèmes à régler. Quand l'être humain a l'arme, il suffit que quelque chose lui passe par la tête et il vient, il tire. Voilà. Et puis, l'autre chose, pour conclure. Pour nous, nous sommes des consommateurs. Comme nous sommes des consommateurs, ça passe vite. Pour eux, au moins, c'est des producteurs. et puis, il faut, pour ces chefs d'État qui arrivent au pouvoir, regardez ce qui se... Par exemple, la Côte d'Ivoire, même jusqu'à présent, n'est pas encore sortie de l'auberge. La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, ce sujet-là est important. Par exemple, Ouattara est venu avec les rebelles, qui n'oublient pas aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec l'ancien rebelle. Leur chef rebelle, Guillaume Soro. Donc, on prie juste que la situation en 2020... Ça s'améliore. Ouais, ils sont sur un poudrière là-bas. Ils peuvent prendre feu n'importe quel moment. Maintenant, le second sujet, c'est le Ghana. Alors, nous sommes en train de parler. Nana Dankwa Akufo-Addo n'est plus officiellement le président du Ghana. Ça fait peur aux gens. Dis-le rapidement. Le président du Parlement ghanéen, professeur Aaron Mike Opoye, a prêté serment dans la soirée d'hier mardi devant la présidente de la Cour suprême, Mme Sophia Akufo, en tant que présidente intérimaire du Ghana. Le professeur Opoye assure l'intérim du président Nana Akufo-Addo pour cause de l'absence de ce dernier dans le pays, mais aussi pour raison d'un voyage à l'extérieur du vice-président. Pour les deux absences, il convient de préciser que le président Akufo-Addo est actuellement en congé d'une semaine. Est-ce que notre chef d'État est parti en congé? Et son vice-président Mahamoudou Baoumia, celui à qui revenait normalement le droit d'assurer l'intérim de la présidence, est parti hier mardi à Cuba pour un voyage officiel de 2 jours. Est-ce que c'est bien cela que les deux qui utilisent l'absence de Non, mais vous savez, le Ghana m'impressionne par sa démocratie. Parce que vous voyez, quand tu le dis comme ça que c'est le président du Parlement qui est actuellement président par intérim, d'abord les gens veulent savoir exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il est destitué? Est-ce qu'il est mort? Quiconque le voit immédiatement va penser autrement. Mais ça, c'est ce que les tests disent. C'est ce que les tests disent et ça s'applique. Et quand on l'applique comme ça, on est fier d'être citoyen de ce pays. Ce qui n'est pas le cas dans des pays juste à côté. Dans des pays voisins, où les tests sont là, Le Ghana est voisin. Les tests sont là, on ne les applique jamais.
Donc, tu vois, donc, comme tu le disais, ce n'est pas bizarre que les deux têtes, le président et le vice-président quittent directement. Ben, je crois que c'est une question d'agenda et de priorité. Parce que les autres, il y a un congé, l'autre qui va pour la remise de diplôme aux médecins ghanéens qui sont formés. Bon, je crois que ça ne dérange pas pour les Ghanéens, mais ça ne dérange pas parce qu'ils savent qu'il y a les tests qui sont là, ils peuvent l'appliquer et que pour eux, ce n'est pas un problème. Donc, la culture démocratique est tellement ancrée au Ghana que vraiment, quand ils le font, c'est avec fierté. Ou bien ils peuvent le faire juste pour encore permettre au professeur de 2 jours, 3 jours, d'être président. Et puis on acclame encore le Ghana de passer sa politique démocratique. Moi, je pense que si le pasteur s'en félicite, moi je ne suis pas trop d'accord parce que ça risque de fragiliser les institutions de ce pays-là. Comment un chef d'État peut se devenir un exécutif bicéphale? Les deux têtes quittent le pays. Laisse le pays au chef du Parlement. Cette situation, c'est pendant les périodes transitoires. Nous ne sommes pas dans une transition où les deux exécutifs n'existent plus. Moi, je pense que ça fragilise un peu la démocratie, ça fragilise les institutions. Aux États-Unis, les États-Unis qui ont créé le régime présidentiel ne font jamais ça. Quand le président s'absente, le vice-président est là. Parce que si le président rencontre des difficultés aujourd'hui, c'est le vice-président qui gère le pays jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Donc vous imaginez, les deux ne peuvent jamais quitter. Donc nous inspirons des exemples occidentaux, même les Africains, très mal. Moi je pense que c'est une démocratie. Ils ne sont pas obligés de tout prendre. De tout prendre, mais je pense que ça fragilise le président du Parlement. Il interviendra en dernier recours, lorsqu'il n'y aura plus rien à faire. C'est une situation qui fragilise. Mais l'autre chose, quand on parle du Ghana démocratie, je ne suis pas trop d'accord, parce que le Ghana n'est pas un exemple en termes de démocratie. Oh non, mais écoutez, par rapport à nous, par rapport à d'autres pays. Non, regardez. Non, mais écoutez, regardez la tendance au Ghana. Regardez, non, mais écoutez. Samuel, la tendance. Non, mais la tendance, c'est le ciment de la démocratie. La tendance, écoutez. Non, mais c'est le ciment de la démocratie. Vous savez, le Togo, c'est mon pays. Et je n'aime pas qu'on prenne des exemples ghanéens, béninois, pour comparer à mon au Togo, où il n'y en a même pas du tout. Monsieur le pasteur Edo Komi, tu t'en félicites aussi pour non, permettez que je m'exprime. Parce que ce que nous disons est très sérieux. La démocratie, ce n'est pas l'attenance. Quand vous lisez tous les livres démocratiques, il n'y a pas le mot attenance dedans. La deuxième chose. Quand on parle de la démocratie, en réalité, c'est la culture des résultats. La démocratie, c'est le respect des textes. La démocratie, c'est quoi encore? Comment tu peux dire que l'alternance ne fait pas partie de la démocratie? C'est la lutte contre la corruption. N'est pas il y a un processus de science politique ici. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui, bien sûr. Laissez que le peuple élise les gens. Lorsque le peuple élit mais quand le peuple ne lit pas les gens. Est-ce que les gens ne sont pas élus par quel peuple? Dans quel pays tu as dit? Non, les gens sont élus par quel peuple? Vous connaissez Alain Juppé, vous connaissez Alain Juppé. Tu racontes ta vie là. Tu racontes ta vie. Tu racontes ta vie. Pasteur. Mais ça se fait ailleurs. Dans les grandes démocraties, c'est l'alternance. Dans les grandes démocraties, c'est l'alternance. Pasteur, permettez. Vous savez, mais ça serait quand même. Vous connaissez Alain Juppé? Il est maire de Bordeaux, ça fait plus de 10 ans. Il n'y a jamais eu d'alternance. Est-ce que ce n'est pas la démocratie? Il y a maire de... Oui, et puis, oui. Regardez, regardez. C'est vous qui dites l'alternance. Le mandat, il y a un mandat, non? Voilà, ça veut, vous êtes... Et lorsque la personne a un mandat, quel est le problème? Il y a un mandat. Il y a un mandat. Quand on organise les élections, on organise les élections démocratiquement. Dans les autres pays, ce n'est pas les élections démocratiques. Les gens sont descendus ailleurs, là. Le président par intérim, même si le pasteur trouve que c'est très beau, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Oui, effectivement. Il est limité par certains actes. Vous savez, lorsque j'ai lu le thème, je me suis rappelé d'une boutade qui a été balancée pendant le processus démocratique à la télévision togolaise, où il y a un de nos grands confrères, dont je ne vais pas donner le nom ici, et à l'ouverture donc du journal, il dit « Eyadema Apia Kofugo Akpele ». Le Togo se trouve seul face à son destin. Et après, il a dit bonsoir, chers amis téléspectateurs. Le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le chef de l'État Eyadema est allé à Pia et que Kofugo est allé à Akpele, il y a eu un vide. Non, il y a eu un problème dans le pays. C'est qu'il y a eu des tirs quelque part où les gens ont tiré sur des militaires au cours d'un voyage dans une de nos préfectures. Et avant d'annoncer ça, le grand confrère a dit que
eh bien, il y a des mafias, Kofi Bouyakpele, les Togolais se trouvent seuls face à leur destin. Bien. Donc, je me dis que des idées comme celle-là, de pouvoir rapidement trouver un président qui répond quand le président élu n'est pas là, est en voyage, ou alors est dans une situation où il est en congé, et que le vice-président, vous le disiez tout à l'heure, le vice-président ne devrait pas lui aussi voyager. Parce que il y a toujours quelque chose qui peut se passer dans le pays. C'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit un jour que quand un ministre voyage, son directeur de cabinet ne doit pas voyager au même moment avec lui. Quand le chef de l'État voyage, son directeur de cabinet ne doit pas voyager au même moment avec lui. Parce qu'il peut y avoir des dossiers que le chef de l'État a oubliés, ou bien que le ministre a oublié, et que le directeur de cabinet ici, doit pouvoir voir. Non, je dis. Le directeur de cabinet est dans la. Non, c'est les faits que vous êtes en train de dire. Je dis normalement, ça ne devait pas se passer. Et donc, ce qui se passe au Ghana, je dis, bon, mais le danger est toujours là. Et on serait à une époque lointaine, que ce vice-président ou bien ce président par intérim pourrait faire un coup d'État au président et prendre le pouvoir. Et il sera à l'exil. C'est aujourd'hui que les situations comme celle-là peuvent être gérées. C'est aujourd'hui que il y a un temps passé, le président ne pouvait même pas faire ça. L'époque est révolue. Donc je dis, c'est bien qu'on fasse la démocratie et que... Il paraît que le président ne revient que le 18. Aujourd'hui. Le président revient une semaine. Il vient, il prête serment pour être président pendant une semaine ou bien 2 jours. C'est ça qui est un peu... Ça fait un peu rire. Ça fait un peu rire. Chaque fois qu'on prêter serment, chaque fois qu'on prêter serment. On est trop plus démocrate que les États-Unis, là. Parce que là, le risque, c'est que vous avez bien de montrer que les deux têtes de l'exécutif ne sont pas présents dans le pays. C'est grave, c'est pas bien. Parce qu'on le dit légèrement, mais si c'est une situation où on doit déclarer la guerre, le président pas intérim ne peut pas. Si on doit déclarer, comment il y a un terme, état d'urgence, il ne peut pas le faire. Non, mais je crois que les deux membres de l'exécutif sont conscients, savent ce à quoi ils jouent, ils savent en le faisant. Mais c'est des erreurs. Je dis, ils savent, ils mesurent la portée de la chose. Moi, je ne fais qu'analyser. Je dis, c'est qu'ils mesurent la portée de la chose, c'est pourquoi ils l'ont fait. Bon, maintenant, dans l'application, comme on le dit, nous aussi, on peut donner nos analyses, comme on le dit, que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que les deux têtes, enfin, les deux chefs quittent au même moment, parce que si l'autre n'est pas là, les prérogatives sont données à son vice-président. Voilà. Ce que peut-être l'intérimaire ne pourra pas avoir parce qu'il joue le rôle de l'intérimaire. C'est aussi un autre aspect de l'analyse qu'il faut faire. Mais il revient aux Ghanéens. Je crois que si on peut interviewer un des membres ou bien les têtes de l'exécutif, dire comment ça se fait chez vous, bon, eux ils seront en mesure de nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais chacun est libre de faire son analyse comme bon le semble. Oui, non, moi je voudrais juste dire au pasteur que le Ghana fait des efforts sur le plan démocratique, mais le Ghana n'est pas une démocratie. Non, mais le Ghana n'est pas une démocratie. Non, mais vous dites ça, vous savez le taux élevé de la corruption au Ghana. Quand on parle de la démocratie, en réalité, c'est la première des choses, c'est la lutte contre la corruption. Le Ghana fait partie, le Ghana et le Nigeria font partie des pays les plus corrompus au monde. Qui va dire le contraire? Le Bénin. Ils ont juste réussi une chose. Donc, ailleurs, mais il n'y a même pas de lutte contre la corruption. Non, écoutez. On nous parle seulement, mais il n'y en a pas. Écoutez, ailleurs, mais écoutez, on va en parler. On va en parler peut-être. Le Bénin et le Ghana, ils ont réussi une chose. L'alternance. Mais ils n'ont pas réussi la démocratie. Ça, je suis désolé. Non. La culture démocratique, il y a des facteurs qui jugent la culture démocratique. C'est-à-dire l'alternance. Non, il y a la liberté d'expression, comme on le voit. La liberté d'expression, il y a le statut de l'opposition, le respect. Le respect du droit de la minorité. On a tué un journaliste au Ghana parce qu'il a dénoncé les actes de corruption et tout. Ce que dans certains pays que vous trouvez très mauvais, on ne voit plus. Non, c'est pas parce qu'on ne comprend plus les journalistes. Il y a la dépénalisation. Le pays que vous citez, vous le connaissez très bien. Il y a le pays que vous citez. C'est pas parce qu'on ne tue pas les journalistes qu'on veut dire non. Non, bien sûr, je suis d'accord. Le pays que le pasteur est en train de citer, dans ce pays, il y a la dépénalisation du délit de presse. On n'enferme plus les journalistes. On n'enferme plus quelqu'un au nom de son opinion politique. Ce pays, c'est le Togo. Au nom de son opinion politique. Les gens qui sont en prison, ils parlent, qui sont en prison. C'est leur opinion politique. La liberté de manifestation. Ils ont manifesté. Et on les prend. Ce qui m'intéresse, Basile Lago, c'est que
Le président est en congé d'une semaine au Royaume-Uni. C'est d'habitude que le chef d'État va aller en congé à l'étranger. Quand Macron, quand Chirac, quand Hollande va en congé, il se trouve un village de la Côte d'Azur, à la mer, où il nage et tout. Mais chez nous, on doit prendre l'avion pour aller dans l'Hexagone. Oui, c'est ça qui fait un peu mal. Parce que donc, normalement, nos parents, comme la plupart aussi vont aller se faire traiter dans les pays. Se faire traiter, ça, c'est encore un autre point du problème, ça. C'est que les présidents africains doivent faire cet effort-là, que nos pays soient beaux et que vivre dans un autre que la capitale soit également des choses qui plaisent. Bon, malheureusement, les efforts là ne sont pas faits. Et c'est la raison pour laquelle, pour aller en congé, on est obligé d'aller au Royaume-Uni, etc. Voilà, c'est dit qu'il faudrait qu'il ne nous honore pas. Quand est-ce que, par exemple, le président, ou bien, je ne sais pas, du Royaume-Uni, ou bien le président français venir en vacances au Togo? Il ne viendrait pas. Mais nous, on peut aller en vacances en France, etc. Donc, et la plupart vont en vacances. Donc, il faudrait que l'amour que nous avons pour nos pays nous pousse donc à créer des situations qui permettent, lorsque par exemple on veut aller en villégiature, en vacances, qu'on puisse aller donc rester. Quand vous allez dans les dailles, quand vous allez dans les trucs là, où il y a le climat est beau, où on peut mettre des conditions pour que pendant les vacances, les congés, les gens puissent, les autorités puissent aller là-bas. À Djobéga, pendant longtemps, les gens étaient le même pour aller rester un peu à Djobéga. Il y a d'autres endroits. Mais écoutez, il y a un exemple ostentatoire que je peux donner. Avant la révolution arabe, il y a Michel Alliot-Marie qui était venu passer ses congés de Noël à Tunis. Tu parles de Tunis. Tu connais la suite. Tu parles de Tunis. Je connais la suite. Et c'est la suite, la Tunisie. Mais c'est aussi un pays africain. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que notre chef d'État aussi puisse aller en congé officiellement. Qu'on l'annonce, que le chef de l'État, il est en congé, que les milices... C'est pas un dieu. Et c'est normal. Mais comme si le président est malade, on connaît son bulletin de santé comme ça se fait ailleurs. On avait le bulletin de Chirac aussi. C'est à sa mort qu'on a constaté qu'il était un grand malade. Même de Sarkozy. La politique même, c'est niveau.